Bonjour, bonsoir, aujourd'hui on va parler des circuits électriques dans la RQS. Donc qu'est-ce que c'est? C'est de l'électricité et comment ça va se dérouler? Ça va se dérouler en deux parties. Voilà, pour une fois c'est un peu plus court, on va d'abord faire les grandeurs électriques et les dipôles linéaires et les circuits. C'est un peu une introduction à l'électricité en quelque sorte. Et comme d'habitude c'est toujours pas un cours, c'est juste une fiche pour une espèce de fiche vidéo pour se rappeler de ce qu'il faut retenir. Voilà, malgré tout l'électricité c'est un chapitre assez dense parce qu'après ça emmène sur les filtres et plein d'autres trucs. Donc c'est important de le savoir. Par exemple, tout à l'heure je regardais comment ça s'appelle, un sujet de concours. Je crois que c'est, je sais plus si c'était XENS 2017 ou 2016. Je crois que c'était 2017. Et à un moment il y avait des trucs avec des filtres et donc il fallait faire des circuits électriques en gros. Donc voilà, donc c'est quelque chose d'assez important. Sur ce, on va tout de suite commencer avec la base, hein, avant de faire des sujets XENS. C'est qu'est-ce que la charge électrique, voilà, Q, on la note Q, je ne l'ai pas noté, mais c'est, voilà, Q. Donc c'est positif ou négatif, et c'est quelque chose de conservatif, hein, ça se conserve, et c'est quantifié, voilà, avec pour la quantification, donc c'est toujours des multiples de E, la charge électrique d'un électron, enfin, moins la charge électrique d'un électron, en l'occurrence 1,6 10-19 coulombs. Et c'est extensif, c'est une grandeur extensive, ça veut dire que si vous réunissez deux système 1 et système 2, vous additionnez les charges électriques des deux systèmes. Contrairement aux grandeurs intensives, qui ne s'additionnent pas, voilà, et pour lesquelles il faut suivre d'autres règles. Par exemple, si vous prenez la température, si vous prenez deux systèmes et que vous les rassemblez, la température, c'est pas la somme des températures des deux systèmes. Ce serait un peu étrange si c'était le cas. Bref, donc maintenant, on va avoir un courant qui va être un déplacement macroscopique de charge, et il va y en avoir trois types. Les courants par conduction, qui sont donc avec des charges libres qui sont dans un support fixe. Donc c'est les charges qui se déplacent. Par convection, vos charges sont fixes, mais c'est le support qui se déplace. Et des courants particuliers, c'est avec des charges mobiles sans support. Donc par exemple, par conduction, c'est quand vous avez un circuit électrique avec vos fils. Par convection, c'est par exemple si vous avez un objet chargé que vous déplacez. Et particulière, c'est par exemple quand vous avez un gaz qui est ionisé, que vous avez des petites décharges électriques dans le gaz. Voilà. Maintenant, on va choisir son sens arbitrairement et on va définir l'intensité du courant comme grand I, alors qu'il va être delta Q sur delta T quand vous êtes en moyenne, c'est-à-dire quand vous regardez sur une durée longue. Et quand vous regardez instantanément, ça va devenir une dérivée du coup, parce que delta T va tendre vers 0. Et on va avoir I petit i qui va être dQ sur dt. Et il faut faire attention, puisque en général, dans l'électricité et même en physique en général, quand on utilise des lettres majuscules, c'est toujours quand on utilise des moyennes ou quand on étudie une grandeur sur une durée. Et quand on utilise des lettres minuscules, c'est toujours instantané. Voilà. C'est utile, comme ça on n'a pas besoin de se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est. Maintenant, quelques ordres de grandeur. Donc, pour l'électronique de tous les jours, c'est en milliampères, votre intensité électrique. Pour l'électroménager, typiquement, un lave-vaisselle, ça va être en ampères. Pour l'électromécanique, ça va être en kiloampères. Je pense par exemple à un TGV. Et l'électrocution qui est bien plus faible, mais voilà, c'est à 25 milliampères. Donc, c'est pas beaucoup, hein. Ensuite, on va avoir la loi des nœuds, voilà, qui est une des lois de base dans un circuit électrique. Alors ici, je vous ai représenté très simplement. On a donc trois branches et un nœud. Et on va avoir donc I1, I2 et I3. Et ce qui va se passer, c'est que déjà, au premier niveau, on va étudier avec les charges. On va voir que Q1 moins Q2 moins Q3, c'est égal à 0. Et donc Q1 ici, Q2 ici et Q3 ici. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que Q1 plus Q2, ça fait Q2 plus Q3, ça fait Q1. Voilà. Donc les charges en gros elles se répartissent équitablement. Et du coup maintenant on peut dériver pour obtenir l'intensité électrique. Et donc on va voir que I1 ça va être égal à I2 plus I3. Et ça va s'étendre en général. On va avoir donc quand on a plein de nœuds et plein de branches, on va voir que la somme des epsilon k IK sur le K, ça va être égal à 0 avec epsilon qui vaut 1 quand vous êtes dans le même sens que I1, c'est-à-dire quand vous arrivez. Et qui va être égal à moins 1 quand vous partez. Par exemple, pour I2 et I3, ils partent du nœud, donc moins 1. Ensuite, on va avoir la tension électrique, qui va être une différence de potentiel qui met en mouvement les électrons. Ici, je vous ai représenté juste, donc on a une résistance, et on va avoir sa tension UAB. Alors, il faut faire attention, c'est toujours c'est UAB, mais ça va de B vers A. Et on a UAB qui va être égal à la VA moins VB. Voilà. Donc vous allez avoir une différence de potentiel et quelques ordres de grandeur toujours. Pour l'électronique, ça va être de l'ordre du volt, pour l'électroménager de l'ordre de la centaine de volts et pour l'électromécanique de la dizaine à la centaine de kilovolts.
Ensuite, on va avoir la loi des mailles. Je me rends compte que le schéma est peut-être un peu petit, mais en gros, tout ce qu'il faut retenir, c'est que UAC, ça va être égal à UAB plus UBC. Voilà. C'est-à-dire, en fait, vous pouvez décomposer vos tensions quand vous êtes dans une maille. Là, c'est la maille la plus simple possible, mais on peut en faire des plus complexes. Et du coup, en général, on va voir que vous allez avoir que la somme des epsilon k UK qui va être égale à 0, avec du coup, cette fois, epsilon k il va être égal à 1 si vous êtes dans le même sens que la flèche rouge que j'ai mis ici. C'est-à-dire, par exemple, ici c'est 1 et ici c'est 1. Et moins 1 quand vous êtes dans le sens opposé à cette flèche. Par exemple, pour UAC, vous allez dans le sens opposé, puisque dans ce sens-là c'est positif et dans ce sens-là c'est négatif. Voilà. Maintenant, on va voir la puissance électrique en watts. Donc pareil, en moyenne, on a P qui est égal à E sur delta T sur une durée. Et quand on va regarder instantanément, on va voir P en fonction du temps, la puissance en fonction du temps qui va être égale à votre tension fois votre intensité. Maintenant, on va distinguer deux conventions. Pour quand on va s'attaquer au circuit, on va avoir la convention générateur dans laquelle la tension et l'intensité vont dans le même sens, et la convention récepteur dans laquelle les sens sont opposés. Et on va avoir l'approximation des régimes quasi-stationnaires qui va permettre de considérer que tous les points d'un fil sont au même potentiel en régime variable. Ça, c'est utile, c'est fondamental même, puisque sinon, si on pouvait considérer que dans un même fil, c'est-à-dire vous prenez un fil et que vous avez des endroits dans lesquels la tension diffère, ce serait compliqué quand même de résoudre des équations. Donc si on dit plutôt que le fil, en fait, du coup, le fil, on peut le traiter comme une unité en lui-même, puisque en tout point, on a le même potentiel. Donc tout va bien dans le fil, il est, entre guillemets, homogène. Et ça va être valable uniquement si votre information est transmise instantanément ou du moins quasi instantanément. Qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, votre information elle se propage à la vitesse c, la vitesse de la lumière. Et on va voir que c, ça va être égal à L, la longueur caractéristique de votre circuit, sur tau, le temps caractéristique du signal. Donc votre RQS va être vérifié uniquement si L est très inférieur à c sur tau, ou de manière équivalente, si L sur c est très inférieur à tau. En gros, si l'information se propage dans un temps très court, elle met un temps très court à aller d'un bout à l'autre du circuit. Maintenant, les dipôles passifs, ou dipôles ohmiques aussi, des fois j'ai entendu ça. Donc le plus simple, c'est la résistance, c'est celui qu'on connaît. C'est juste un rectangle pour le représenter. Et on peut appliquer la loi d'Ohm qui nous dit que U, la tension de votre résistance, est égale à R, la résistance justement, fois I, l'intensité. Et votre puissance, ça va être RI carré. Maintenant, on va avoir le condensateur. Donc lui, il se représente comme ceci. Avec C qui va être la variable reliée au condensateur, comme on avait R pour la résistance. Et I, ça va être égal, cette fois, on a une relation, donc I égale C DUC sur DT, c'est-à-dire la dérivée de la tension par rapport au temps. Et C, ça va être la capacité de votre condensateur en farad. Ça permet de savoir, en gros, combien de charge peut retenir votre condensateur. Et on va avoir P, la puissance, qui va être la dérivée de 1,5 de C UC carré. Et ça, du coup, c'est l'énergie stockée dans le condensateur. Je vous passe à chaque fois les calculs, puisque à chaque fois il faut partir du U fois I, après on met correctement tous les trucs, on fait une petite astuce pour pouvoir mettre sous cette forme différentielle, et puis tout va bien. Ensuite on a la bobine, qui est le troisième dipôle passif, et ça s'arrête à peu près là, en tout cas en première année. Donc on va avoir UL qui va être égal à L DI sur DT. Donc ça c'est important, puisque du coup c'est pas la même chose que pour votre condensateur, c'est opposé. Dans le condensateur on avait I en fonction de U, enfin avec du coup c'était U qui était dérivé, et dans la bobine c'est I qu'on va dériver. Avec L qui va être votre inductance, qui va être en Henry H. Alors je ne l'ai pas dit, mais pour le condensateur, votre capacité votre capacité qui est en farad, elle va être de l'ordre du nanofarad ou du microfarad. Et pour le Henry, ça peut aller un peu plus haut, on peut aller jusqu'à l'ordre d'un Henry, je crois, si je ne me trompe pas. Et votre puissance qui se met de la même manière, qui est l'énergie dans la bobine. Maintenant, on va voir les dipôles actifs. Donc, ce qui est différencié, c'est que les dipôles actifs peuvent fournir un courant durablement, là où les dipôles passifs ne peuvent pas. Donc le premier, c'est la source idéale de tension. C'est-à-dire que c'est un générateur qui va fournir une tension, peu importe le courant qui le traverse. Voilà, c'est pour ça qu'ici, on a sur le schéma, on a U qui est constant, peu importe la valeur de I. Ensuite, on va avoir la source idéale de courant, c'est pareil, sauf que cette fois, ça va être votre courant qui va être constant, peu importe la tension au bord du générateur. Et enfin, on va avoir la source de tension réelle, aussi appelée générateur de Thévenin, c'est-à-dire vous avez une source de tension de tension parfaite et une résistance qui sont mises
en série. Et donc ça va vous donner par contre une tension qui va décroître avec l'intensité du courant, voilà. Qui va décroître de manière linéaire, puisque vous allez avoir UG qui va être égal à E moins RGI, avec RG la résistance de la résistance du générateur, et E la tension générée par le générateur. Ensuite, on va voir, pour associer des dipôles, on va voir comment faire. Donc le plus simple, c'est avec des résistances en série. On va avoir une résistance équivalente, et ça va être très simple, juste on va sommer les résistances, et ça on peut le généraliser à n résistances. Si on a n résistances en série, la résistance de la résistance équivalente, ça va être la somme des résistantes individuelles. Et ça va permettre de construire ce qu'on appelle un pont diviseur de tension. Voilà. En mettant deux résistances bout à bout, on va avoir le fait que la tension de la seconde résistance va être égale à R2 sur R1 plus R2 fois la tension générale. Ça va être utile puisque ça va nous permettre juste en ajustant R1 de modifier la tension de la deuxième bobine. Ensuite, on va voir comment mettre des résistances en parallèle. Donc, pareil, on a deux résistances en parallèle, on va chercher la résistance équivalente. Et donc pour le coup, là, c'est les inverses qui vont se sommer. Et en général, on va voir que 1 sur l'inverse de la résistance équivalente, ça va être à la somme des inverses des résistances. À chaque fois, ça se démontre, mais je vous passe les calculs parce que c'est un peu rébarbatif. Et on va pouvoir construire ce qu'on appelle un pont diviseur de courant, sur le même principe, sauf que du coup, maintenant, c'est I2 qui va être égal à R1 sur R1 plus R2 fois I. Voilà. Donc ça nous permet de contrôler la seconde intensité en touchant juste à la première résistance. Et en associant les deux, on va pouvoir réaliser un pont de Wheatstone. Donc c'est juste, en gros, on a un pont diviseur de courant et un pont diviseur de courant qu'on met de manière à faire un grand pont diviseur de courant. Et dans ce cas-là, il y a un peu de calcul à faire, mais on obtient le fait que R2 fois R3 est égal à R1 fois R4 si on est sous l'hypothèse que justement, pour résoudre le pont de Wheatstone, on se place dans le cas où on cherche en fait, on cherche une condition sur la résistance pour que l'intensité soit nulle, et du coup on arrive au fait que pour que l'intensité soit nulle, il nous faut R2, R3 égale R1, R4. Ce qu'on fait après en général, c'est qu'on prend R3 et R4 égales entre elles. Comme ça, on va juste avoir R2 qui doit être égal à R1, R1 qui est fixé, on appelle R2 la Rx, et du coup on va résoudre pour Rx en supposant les autres connus. Voilà, c'est déjà tout, c'était assez court finalement, mais c'était très dense et j'ai parlé assez vite. Voilà, maintenant on se retrouvera la prochaine fois pour des maths. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire, parce qu'il faudrait que je commence à penser à faire des vidéos sur l'algèbre linéaire, et ça ne saurait tarder. Mais le problème c'est que je ne sais pas trop par quelle boule prendre, parce que c'est quelque chose d'assez massif. Voilà. Et pour la physique, je pense que je vais attaquer les filtres, et après on n'aura plus trop le choix, il faudra aller sur la thermodynamique. Hein. Voilà. Sur ce, c'était Adam, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi. Sur ce, ciao tout le monde.